Bon, toujours difficile de passer après la pause, hein. Mais ça va faire revenir les retardataires qui ont goûté au merveilleux café et aux délicieuses crêpes. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas toutes et tous vous saluer, mais vraiment vous dire, et j'espère que la présidente et les vice-présidents ne m'en voudront pas, mais avant d'introduire cette deuxième table ronde sur les territoires et la précarité, vous partagez quand même ma très vive émotion d'être parmi vous ce matin et également ma grande fierté pour toutes celles et ceux qui, en 2018-2019, se sont lancés dans cette belle aventure de création de la Fondation sur la recherche pour la précarité, ce qui n'allait pas de soi. Et je me souviens, pour celles et ceux qui étaient là, d'un certain nombre de débats, y compris sur l'utilité même d'une telle fondation. Et je crois que bien 4 ans plus tard, le fait d'être tous réunis dans cette salle et ce lieu ô combien symbolique prouve que vous aviez raison et que nous avons bien fait de, non seulement dans la terre mystique que je suis, de marquer l'essai, mais aujourd'hui de le transformer. Et je pense que c'est ça qui fait que cette fondation, reconnue d'utilité publique, vraiment est fortement utile, justement, et ça a été dit dans les différents intervenants et différents propos avant, c'est avant tout ce qui doit nous réunir. Et je me souviens aussi, puisque Madame la Présidente, chère Luce, tu l'as rappelé tout à l'heure, que j'ai pris une grande claque quand un beau matin, je suis allé visiter le Cache de Nanterre, et je salue son président, visiter donc ce lieu ô combien symbolique, qui d'ailleurs, rappelez-vous, monsieur le maire, j'ose encore, à l'époque, poser questions, s'interroger sur son maintien ou pas, n'est-ce pas? Et rencontrer les personnes, rencontrer ce que vous leur faisiez, à savoir des choses très, très pratico-pratiques. Ce n'était pas les grandes théories de la santé publique, c'était simplement qu'ils puissent avoir accès à une douche chaude et après un petit-déj. Et je me souviens encore des propos de Jacques Assin me disant « Mais vous savez, finalement, le jus d'orange, le truc ô combien banal, mais il n'est pas du tout banal pour l'ensemble des personnes que vous voyez ici, parce que ça va leur permettre de tenir la journée et ça va leur porter un réconfort. » Et je pense que c'est à partir de là, parce que moi, très franchement, je ne connaissais rien à tous ces sujets-là, je ne suis pas sûr d'ailleurs de connaître encore beaucoup de choses, mais c'est à partir de là que je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et vous l'avez fait, et on vous a accompagné, et Amélie Verdier a pris le relais d'Aurélien Rousseau pour faire en sorte que cette fondation vive. Et je me réjouis là aussi que 4 ans plus tard, les 2 agences régionales de santé, à la fois d'Île-de-France et aujourd'hui d'Occitanie, puissent accompagner la fondation, et j'espère, je vais y venir avec la table ronde sur les territoires, que les autres ARS prennent le pas et vous accompagnent, puisque effectivement, selon les régions, eh bien, les problématiques, même si l'objectif reste le même, qui est celui de la réduction de nos inégalités sociales et de santé, et je salue le commissaire de la région Occitanie qui planche, cher Éric, sur ces sujets-là à nos côtés, eh bien, ils sont différents. La manière d'y arriver est très différente. L'objectif est le même, mais on doit adapter nos politiques à nos territoires. Et c'est donc, pour introduire cette table ronde, le premier sujet, qui est qu'est-ce que c'est que les territoires? Comment on adapte? Et vous le savez aussi bien que moi, quand le président de la République a lancé la refondation du système de santé, c'est bien sur cet ancrage territorial et de changer notre approche et notre vision. Ça a été dit par l'un des représentants, nous devons déjà partir des besoins des habitants avant de construire, vu de notre rôle ou de notre institution, les politiques et savoir les écouter. Et ce n'est pas si simple que ça, en fait, parce que nous avons tous, dans notre rôle d'institutionnel, une vision préconçue, etc., mais qui n'est pas du tout l'attente et le véritable besoin des gens. Et nous sortons dans chacune des régions de cette large consultation que nous avons faite sur nos projets régionaux de santé, que nous venons d'adopter,
Moi, j'ai souhaité qu'en Occitanie, on donne vraiment la parole aux habitants, que ce soit les habitants eux-mêmes qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer le système de santé, y compris pour les personnes en situation dite de précarité. Et je vais vous livrer une anecdote au moment de mettre la dernière patte et où est-ce que, quand le directeur général de l'agence que je suis doit signer l'arrêté qui est publié, le fameux PRS, mon adjointe me dit, mais quand même, dans les différents verbatims que nous avons repris dans le PRS, il y en a un qui peut peut-être paraître choquant. Je lui dis, ah bon, lequel? Que moi, rien ne me choque. Et elle me dit, il est écrit ici que nous devons mettre en place des chenils pour les personnes qui sont en situation de précarité, parce que quand elles doivent se rendre dans le système de santé, quel que soit à l'hôpital, en clinique ou autre, eh bien généralement, la place de leur seul compagnon fidèle n'est pas organisée. Elle peut l'être dans le secteur social, beaucoup de CHRS le font, mais à l'hôpital, pas du tout. Et elle me dit, quand même, ce n'est pas le rôle de l'agence. Et moi, bien entendu, histoire d'effrayer la chronique une fois de plus dans le canard enchaîné, sait-on jamais, je me dis, eh bien si, on va y aller et on va porter cette action. Parce que c'est, je pense, aussi un facteur de renoncement à la santé. Pour ces personnes-là, et si on sait les écouter, elles se préoccupent de leurs compagnons. Et on doit donc s'en préoccuper, parce qu'en s'en préoccupant, eh bien, je ne dis pas pour tout le monde, mais nous aurons permis à certaines et certains d'entre eux d'accéder au système de santé et que ce ne soit pas un frein. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on va faire, on va passer dans l'action, bien entendu. Les partenaires auront plein d'initiatives, mais c'est typiquement ce que j'appelle écouter les gens. Et je pense que c'est vraiment ça, la refondation du système de santé, partir des besoins des gens, et non pas, comme on sait le faire depuis au moins 50 ans, que ce soit aux gens de s'adapter à l'offre. Puisque finalement, on n'arrête pas de raconter qu'il faut partir des besoins, mais enfin, on n'a jamais fait que des projets régionaux de santé fondés sur l'offre. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que quand vous les lisez encore aujourd'hui, au moins la moitié du document concerne l'offre. Il ne concerne pas du tout les besoins. Et moi, vous le savez, je plaide souvent pour qu'on n'ait pas des objectifs quantifiés de l'offre de soins, mais des objectifs quantifiés des besoins de santé, ce qui est un peu différent. L'un devant répondre à l'autre et pas l'inverse. Et donc, cette notion territoriale, nous sommes allés jusqu'au bout de la logique en Occitanie, parce que je suis celui quand même qui est censé vous apporter un peu de soleil, là aussi, avec les autres Occitans qui sont dans la salle, on est allé jusqu'au bout de la démarche en faisant des schémas départementaux de santé. Vous le savez, la région Occitanie, c'est la plus grande de France, c'est celle qui a le plus grand nombre de départements, 13 départements. D'ailleurs, j'en rajoute souvent 2 autres, puisque le plateau Cerdan et Andorre font partie aussi de la région Occitanie en quelque sorte. Et forcément, il y a une attache culturelle, historique, mais également en matière de recours à la santé qui est différente d'un département à l'autre. Et comme je le dis souvent, y compris à notre ministre de la Santé et de la Prévention, les liens entre le Gers et le Gard, à part que lui peut les incarner, à titre personnel, ils sont quand même inexistants. Quand vous êtes gersois, vous n'allez jamais aller dans le système de santé gardois si vous allez en vacances dans le Gard et vice-versa. Et donc, on doit en tenir compte. Et donc, nous avons souhaité effectivement territorialiser notre projet régional de santé, faire en sorte que la démarche CNR du président soit complètement intégrée dans notre projet régional de santé, de manière à donner du corps. Et nous allons même aller plus loin, puisque ce sont les acteurs eux-mêmes, les élus, quelles que soient d'ailleurs les collectivités territoriales qu'ils représentent, les usagers, parce que n'oublions jamais quand même que tout ça, nous le faisons pour que les usagers aient accès à la santé, et puis bien entendu, les acteurs de santé eux-mêmes. Et ce fameux triptyque, ce sont eux qui vont mettre en œuvre notre PRS dans chacun des départements, avec des places plus ou moins importantes aux conseils départementaux, aux mairies, au niveau régional, à la région. Mais ce sont les acteurs qui doivent mettre en œuvre et pas finalement les institutions, que nous soyons de l'État, de l'assurance maladie ou autre. On doit donner et savoir faire confiance aux acteurs pour la mise en œuvre, y compris d'ailleurs pour leur donner la visibilité totale sur les moyens, puisque finalement, vous vous apercevez très vite que la transparence de tout ce que nous faisons n'est pas aussi limpide qu'il puisse paraître. Et finalement, cette spécificité territoriale que nous prenons en compte dans nos politiques de santé pour finalement tout le monde, eh bien ça doit être la même chose pour la précarité.
Merci pour les 5 minutes. Mais moi, j'ai pas de... Ce qui est bien, c'est qu'en dehors des tables rondes, il n'y a personne pour me modérer dans le temps. Mais on doit le prendre aussi pour la précarité. Parce qu'effectivement, la précarité n'a pas le même visage, là aussi, selon les territoires. Et y compris en Occitanie, qui, vous le savez, parmi les 12 départements les plus pauvres de France, 4 sont en Occitanie, comme de par hasard, les 4 qui sont au bord de la Méditerranée. Eh bien, cette précarité qui est dans ces départements-là n'est pas du tout la même que celle que nous pouvons avoir au cœur de Toulouse, ou encore moins au cœur de l'Aveyron ou au cœur des Hautes-Pyrénées, puisque vous le savez aussi, une des particularités, c'est que 50% de notre territoire est un territoire de montagne. Mais il y a aussi de la précarité en montagne. Et pour reprendre les propos de quelqu'un dans la salle, une précarité souvent très invisible, très méconnue. La précarité des agriculteurs, par exemple, n'est pas forcément quelque chose que l'on met en exergue, parce que ces populations et ces populations-là ne souhaitent pas forcément non plus que l'on mette en lumière tout ça. Et pour autant, le rôle des pouvoirs publics, c'est bien d'aller vers ces populations. Et quand vous êtes dans une agence régionale de santé, c'est de faire en sorte que ces populations-là, et non pas vous et moi, mais que ces populations-là, tout soit organisé et qu'on aille vers elles pour qu'elles aient accès à la santé. Et ça a été dit, on n'a pas eu le temps de voir la slide, mais j'ai bien repéré sur un des diaporamas l'aspect médicobus, bus santé, appelons-le comme nous voulons. Le tout, c'est de faire en sorte que nous allions aussi vers ces populations, parce que généralement, elles cumulent les facteurs de non-accès à la santé. Généralement, elles sont âgées, elles sont avec un handicap, elles sont en situation de précarité, elles ont un état de santé du coup dégradé. Et donc, si nous n'y allons pas, il est évident qu'elles n'iront pas au système de santé. Et donc, on doit adapter, parce que la politique que nous menons dans les quartiers politiques de la ville, eh bien, ne sera pas la même que celle que nous allons mener dans la vallée du Couserans, en Ariège. C'est pour vous, se fait un peu le VRP aussi de la région, et c'est éviter, je vais essayer de citer l'ensemble des 13 départements, ce qui est une gageure. Mais donc, c'est aussi la raison pour laquelle, c'est ce qui nous a poussé, au niveau de l'Agence régionale de santé de l'Occitanie, de conventionner avec la Fondation pour la recherche et la précarité, puisque un des grands enjeux également de notre région, et ça a été dit tout à l'heure par le représentant du Secours catholique, c'est que les effets du réchauffement climatique, nous sommes la première région à en être victime. Et bien entendu, quand je dis la région, celles et ceux qui vont en être encore plus victimes, ce sont les personnes en situation de précarité. On le voit avec la canicule, on le voit avec la sécheresse, on le voit avec la pénurie d'eau, on le voit avec la multiplication des maladies tropicales qui dorénavant sont particulièrement présentes sur notre territoire, et on le voit avec tous les autres effets indirects. Et bien souvent, quand on m'interroge au début de la mise en place des plans canicules, qui par ailleurs déjà dans notre région durent beaucoup plus que ce que ne le disent officiellement les chiffres. Il fait très chaud de juin jusqu'en septembre. Pour celles et ceux qui vont en vacances, et même Daniel Toupillier n'est pas très loin de cette région, de temps en temps on annexe même ton département, il fait très chaud. Et nos populations en situation de précarité, elles le vivent de plein fouet. Mais c'est également vrai pour un certain nombre de travailleurs qui eux-mêmes sont dans la précarité. Je pense aux entreprises du bâtiment. Quand à midi ou à 14 heures, vous êtes sur un toit en plein cagnard où il fait 38 ou 40, même quand on n'a pas encore déclenché le plan canicule, c'est pas possible. Et donc, on voit bien que nous devons impérativement adapter nos politiques, nos organisations, nos décisions à ces spécificités géographiques, à ces spécificités territoriales. Et les derniers chiffres de surmortalité sur la dernière canicule, qui ne sont pas encore tout à fait officiels, montrent bien que finalement ce n'est pas au bord de la mer qu'on a le plus de taux de surmortalité, c'est dans le Tarn et dans le Tarn-et-Garonne, dans les départements qui sont les plus enclavés, si j'ose dire, et dans les terres de la région Occitanie. Et donc c'est aussi pour ça que cette table ronde sur territoire et proximité est extrêmement importante, parce que, et on le sait avec Éric Pélisson, la manière dont nous traitons la précarité en région Occitanie, elle va être très très différente d'un territoire à l'autre. Et on doit vraiment s'adapter à ça et faire en sorte que nous travaillons et que les décisions que nous prenons aujourd'hui soient les bonnes pour les 10, 20, 30 ans à venir. Puisque l'histoire sur le réchauffement climatique, elle est écrite jusqu'en 2050.
Donc, il va bien falloir s'adapter, mais aussi faire en sorte que ce que nous prenons comme mesure aujourd'hui ne soit pas encore plus dévastateur pour notre climat après 2050. Et ce sont des décisions pas si faciles que ça à prendre, d'où la nécessité de travailler avec vous sur la recherche et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour l'ensemble de ces populations et les améliorer. Voilà. Et c'est clair que nous avons beaucoup de chemin encore à faire. Et donc, moi, je compte beaucoup là-dessus. Donc là, je ne sais pas où j'en suis. C'est bientôt fini, ça tombe bien. Vous allez voir dans la table ronde qui va suivre. Et là, je voudrais faire encore une petite touche personnelle, puisque finalement, je suis comblé de voir quels sont les orateurs qui vont être à cette table ronde. Puisqu'il y aura la représentante de ma région natale, où j'ai fait mes premières armes. Il y aura le représentant de la région où nous avons combattu le Covid avec, à l'époque, le directeur général de l'ARS Île-de-France, aujourd'hui ministre Aurélien Rousseau. Il y a, rassurez-vous, monsieur le maire, j'ai une attache particulière aussi pour les Hauts-de-France et j'y vais régulièrement en week-end, donc ça tombe bien. Et puis Gérard, tu as quand même été pendant longtemps montpelliérain. Donc on va dire que tu représentes aussi l'Occitanie. Finalement, cette table ronde représente les 4 territoires que je connais bien. Et à chaque fois, vous allez voir que les spécificités sont très différentes. Parce que Françoise le sait, eh bien, là aussi, la précarité à Dijon, à Besançon ou à Nevers n'est pas la même que celle que nous allons avoir à Perpignan, à Carcassonne ou bien encore à Nîmes, pour citer quelques villes occitanes. Et donc je pense que c'est important, encore une fois, de débattre sur ce sujet de territoire et précarité, mais encore une fois, en partant des habitants, donc en partant des personnes qui sont en situation de précarité, en écoutant leurs besoins, et à charge pour nous, institutions, d'adapter notre réponse à leurs véritables besoins en fonction de ces territoires. C'est ça la refondation du système de santé que nous avons engagé depuis quelques mois avec le président de la République et le gouvernement. Merci beaucoup.